Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur la vie de Moawamou Zayani. C'est une figure vraiment incontournable de l'histoire marocaine, surtout pendant une période de grands bouleversements. Absolument. Et l'idée, c'est d'aller un peu au-delà des images toutes faites, de comprendre sa trajectoire, son influence réelle. Exactement. On va essayer de suivre son parcours, donc depuis la fin du 19e siècle, sous Hassan Ier, jusqu'à sa mort en 1921, en pleine lutte contre le protectorat français. Alors commençons par le début. Sa naissance, on la situe vers 1857, près de Khénifra. Hmm. Et Khénifra, ce n'est pas juste un point sur la carte, c'est un endroit stratégique, clé. Il y a ce pont sur l'Oumerabia. Ah oui, le pont sur l'Oumerabia. C'est fondamental. C'était le passage obligé sur l'ancienne route Fès-Marrakech. Tout à fait. Et qui tenait ce pont tenait une bonne partie de l'économie et du pouvoir local. Le contrôle des routes commerciales, c'était essentiel. Il y avait les taxes de passage aussi, même si elles étaient parfois symboliques, ça représentait beaucoup. Et militairement aussi, j'imagine. Évidemment. Et puis, il faut voir la région. Le Moyen Atlas, c'est une zone d'élevage immense. Elle approvisionnait les grandes villes comme Fès, Meknès. Donc, Khénifra, c'était vraiment, oui, un point névralgique. D'accord. Et son statut, alors, sous le sultan Hassan Ier? Il devient caïd des Ayanes. Oui, il est nommé caïd. Hassan Ier, il faut se rappeler, cherchait à renforcer l'autorité du Maksen, de l'État central dans ces régions. Et Zayani devient un de ses relais. Il avait des atouts pour ça. Ah oui, la richesse déjà. Un charisme certain apparemment. Et même des troupes, des koums fournis par le sultan lui-même. Il n'était pas seul d'ailleurs. Il y avait son voisin, Moaou Saïd Doulmès, aussi nommé Caïd par Hassan Ier, et puis la figure religieuse locale, Sidi Ali Amaouche, très influente. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que la famille Zayani, elle n'est pas sortie de nulle part. On a des traces, des documents qui montrent qu'ils étaient déjà des notables importants dans la région, bien avant, dès le début du 19e siècle. Donc, c'est pas juste un chef de tribu qui émerge soudainement, c'est l'héritier d'une lignée. Et pour consolider ce pouvoir, il y a aussi les alliances, les mariages notamment. C'est assez fascinant. Ah ben oui, On parle de liens directs avec la famille royale. Une de ses filles aurait épousé Hassan Ier, une autre peut-être Moulay Abdelaziz, une autre Moulay Hafid. oui, c'est une stratégie classique au sommet, vous savez. Ces mariages entre les grandes familles caïdales, le Marzen, et même entre tribus, c'était fondamental pour tisser des réseaux, pour calmer les tensions aussi. Et assurer une forme de stabilité. Exactement. Zayani lui-même a eu plusieurs épouses de différentes régions. C'était vraiment une politique d'alliance à grande échelle. Bon, avançons un peu dans le temps, on arrive à une période plus troublée sous Moulay Abdelaziz. Oui, là, le pouvoir central commence à vaciller sérieusement. Les finances sont au plus bas. Et la pression européenne s'intensifie, non? Avec l'occupation du Touat, puis Oujda, Casablanca en 1907. C'est ça. Et c'est dans ce contexte de crise, d'affaiblissement perçu du sultan, que naît la Hafidiya, le mouvement qui soutient le frère d'Abdelaziz, Moulay Hafid. Qui se proclame sultan à Marrakech. Voilà. On reproche à Abdelaziz d'être trop conciliant avec les Européens, surtout après Algésiras en 1906. Et Zayani, dans tout ça, sa position, il devait sentir le vent tourner, non? Est-ce qu'il choisit son camp tout de suite? Apparemment, oui. Les récits qu'on a, notamment issus de la tradition orale, indiquent qu'il prend parti pour Moulay Hafid. Ah oui. Comment ça se passe? Quand Hafid monte vers Fès pour s'imposer, il installe son campement pas très loin du territoire de Zayani. Alors il y a une rencontre. D'abord, une toubourida, vous savez, cette fantaisie, les cavaliers qui tirent en l'air, c'est un signe de respect, d'accueil, Un rituel important? très important. Ensuite, Zayani offre du baroud, de la poudre à fusil. C'est pas rien comme cadeau à ce moment-là. Et après discussion, il reconnaît Hafid comme sultan et, geste très fort, il l'escorte avec ses hommes jusqu'à Meknès, par une route sûre qu'il contrôle. Et ce soutien, il est récompensé, j'imagine? Ah oui, son fils Hassan, enfin on dit parfois Oussa aussi, est nommé Bacha de Fès, un poste prestigieux de 1908 à 1910. Bacha de Fès. Mais son passage là-bas n'a pas été sain, on le voyait un peu comme un montagnard. Oui, l'intégration n'était pas évidente. Il y a cette anecdote célèbre, je ne sais pas si elle est tout à fait exacte, mais elle est très parlante. Racontez? En quittant Fès, il aurait ramassé des crottes de chèvres séchées, les aurait senties, et dit « Ana riht bladi hermen zharfasi ». En gros,
Le beurre de mon pays vaut mieux que la fleur d'oranger de Fès. Ça montre bien l'attachement à ses racines. Voilà. Mais au-delà de l'anecdote, ça montre surtout que Zayani est devenu un personnage incontournable. Souafide avec la pression française qui monte encore, contrôler cet axe Fès-Marrakech, c'est encore plus vital. Son soutien est stratégique. Il est une puissance régionale, clairement. Mais l'histoire s'accélère encore. 1912, c'est le traité de Fès. Le protectorat, Signé par Moulay Hafid lui-même. qui abdique juste après d'ailleurs. Remplacé par son frère, Moulay Youssef. Et là, Zayani, sa réaction, Eh bien, là, c'est un tournant décisif. Contrairement à d'autres grands chefs, notamment dans le sud, comme El Glaoui par exemple, qui vont finir par composer avec les Français, oui, Zayani, lui, refuse catégoriquement. Il ne reconnaît pas Moulay Youssef, qu'il voit comme une simple marionnette aux mains des Français. Il rejette le protectorat. il comprenait bien ce que ça signifiait. Il semble, oui, peut-être informé par des proches de Chekma El Aynin, le résistant du Sahara, qui l'avait rejoint. Et c'est là que le discours colonial va le cataloguer. Comme l'incarnation de la Ciba. Exactement. La Ciba, le désordre, l'anarchie tribale. Mais c'est une vision très, très réductrice. Ça oublie toute sa période de loyauté au Marzen avant le protectorat. Et la Ciba elle-même, c'était bien plus complexe que juste l'anarchie. C'est une simplification qui arrangeait bien le discours colonial, évidemment. Et puis il y a ce mouvement de population assez incroyable, non? Des gens qui fuient les zones occupées par les Français Oui, la Chaouia, le Tadla, les Émours. et qui viennent chercher refuge chez Zayani. Ça montre bien un refus populaire qui dépasse sa seule personne. Absolument. C'est un signe fort de ce refus de l'occupation. Donc la confrontation militaire devient inévitable. Les Français veulent faire la jonction entre leurs possessions de l'Ouest et de l'Est. C'est ça. L'objectif stratégique, c'est de relier ce qu'ils appellent le Maroc occidental et le Maroc oriental. Pour ça, il faut prendre Taza. C'est fait en mai 1914. Et ensuite, Khénifra, juin 1914. La clé pour aller vers le Tafil-Alais, c'est ça, hein? Exactement. L'attaque se fait avec 2 colonnes françaises. Une qui vient d'Azrou-Meknès, l'autre du Tadla. Et la ville tombe. Assez rapidement, oui. Il semblerait que le gros des forces de Zayani était occupé à combattre une colonne quand l'autre est arrivé. C'est un peu pris en tenaille. C'est à ce moment-là d'ailleurs, dans la précipitation de la retraite, qu'un proche de Zayani aurait jeté ses archives personnelles dans l'Oumé Rabia. Quelle perte pour l'histoire! Immense perte. À partir de là, la stratégie de Zayani change. Il abandonne la ville elle-même. Il va tenir les montagnes autour. Un officier français décrit Khénifra comme une ville fantôme, juste des chats errants et des chiens sauvages. Mais les Français ne sont pas tranquilles pour autant. Ah non, loin de là. Ils se retrouvent assiégés dans la ville. Les hommes de Zayani mènent un harcèlement constant sur les troupes, sur les convois de ravitaillement. C'était efficace, hein? Très. Le général Guillaume écrira plus tard que pendant la Première Guerre mondiale, c'était tellement intense qu'ils ont dû réduire les convois à 2 par an. Incroyable! Ça montre une organisation quand même. Ce n'était pas juste des coups de main désordonnés. Non, non, il avait une force structurée, probablement un héritage de ses anciennes troupes du Magzen. Ce n'était pas une simple levée de tribu. Et on arrive à la veille d'El Héri, novembre 1914. Le 13 novembre 1914. Le contexte a changé. C'est la Première Guerre mondiale en Europe. Lyoté a dû envoyer des troupes là-bas. Oui, il a donné des ordres très clairs. On tient les positions, on garde la carapace, mais surtout, pas d'offensive. Interdiction formelle. Et la garnison de Khénifra est réduite, commandée par le lieutenant-colonel Laverdure. Environ 1800 hommes, je crois. Pendant ce temps, Zayani installe son campement, son douar, assez près de la ville, à une dizaine de kilomètres, dans la plaine d'El Héri. Une provocation. C'est comme ça que Laverdure le perçoit en tout cas. Il faut comprendre sa mentalité. C'est un officier ambitieux. Il rêve d'un coup d'éclat. Un peu comme la prise de la Smala d'Abdelkader ou la capture du camp de Samori Touré par Gourou. Il voit Zayani si proche, il se dit « c'est l'occasion ou jamais ». L'ambition l'aveugle. Et donc, il désobéit. Totalement. Il passe outre les ordres de Lyoté. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, vers 2 heures du matin, il quitte Khénifra avec environ 1200 hommes. Un raid surprise. Son plan? Frapper vite. Prendre le camp, capturer ou tuer Zayani, piller et être de retour avant le lever du soleil. Pour présenter à Lyoté un fait accompli. Une victoire rapide. C'est une erreur de calcul monumentale. Il sous-estime complètement la capacité de réaction de Zayani et de ses alliés.
L'attaque initiale surprend le campement personnel de Zayani, c'est vrai. Zayani lui-même est évacué de justesse. Les soldats français commencent à piller les tentes. Mais ça ne dure pas. Non, parce que les coups de feu alertent tous les autres campements autour. Ceux de ses fils, Hassan, Amaouche, Hussein, ceux des tribus alliées comme les Ishkernes, qui sont très puissants. Et là, tout le monde converge vers Eléri. La situation se retourne complètement, hein. Complètement. La colonne française est prise au piège, encerclée. Le combat devient une mêlée furieuse au corps à corps. L'artillerie française devient inutile, même dangereuse pour eux-mêmes. C'est une déroute, une véritable catastrophe pour les Français. Les pertes sont énormes, n'est-ce pas? Effroyable. On parle d'une trentaine d'officiers tués, plus de 700 soldats. Sans compter les canons, les mitrailleuses, des centaines de fusils perdus. La Verdure lui-même meurt au combat. Et pourtant, après cette victoire écrasante, Zayani n'attaque pas Khénifra. Pourquoi, à votre avis? C'est une bonne question. Peut-être qu'il anticipe l'arrivée rapide de renforts français. Il sait qu'il ne peut pas tenir la ville face à une contre-offensive massive. Et les renforts arrivent vite? Très vite. Le général Gouraud est là en moins de 48 heures. L'après-bataille, ce sera surtout des négociations tendues pour récupérer les corps des officiers français, dont celui de la Verdure, en échange de prisonniers marocains, y compris certaines femmes de Ziani qui avaient été capturées pendant le raid. L'impact d'Eléri, il est immense. C'est une humiliation terrible pour l'armée française, un coup très dur à son prestige. Pas seulement au Maroc, hein. En France métropolitaine, ça fait beaucoup de bruit. Et à l'international aussi, j'imagine, hein. Oui, en pleine guerre mondiale. L'Allemagne, l'Empire ottoman, ils essaient de contacter Ziani via les réseaux de Maïlaïnine pour l'encourager à continuer, à fixer le maximum de troupes françaises au Maroc. Certains comparent même Eléri, toute proportion gardée évidemment, à Dien Bien Phu plus tard, une des grandes défaites coloniales françaises. Comment expliquer une telle victoire face à une armée moderne? C'est une combinaison de choses. La connaissance parfaite du terrain évidemment, des tactiques de guérilla très efficaces, l'erreur d'appréciation et l'orgueil de la Verdure, une mobilisation tribale extrêmement rapide et massive. Et puis il ne faut pas négliger l'armement. Le trafic d'armes existait et il avait peut-être encore des stocks de l'époque marzène. La personnalité de Zayani elle-même est assez particulière. Ce refus de rencontrer les Français, de se laisser photographier? Oui, c'est un refus total de légitimer l'occupant. Un geste politique fort. C'est intéressant de contraster ça avec certains de ses fils, comme Hassan et Amaouche. Oui. Vers 1917-1918, ils commencent à avoir des contacts, des négociations avec les Français. Peut-être avec l'accord tacite de leur père qui voyait que la situation évoluait. C'est difficile à dire. Même si Hassan gardera une certaine rancœur apparemment. Ah oui, toujours. On raconte qu'il tournait ostensiblement le dos aux officiers français lors des cérémonies, même après s'être rallié. Et puis, il y a cette histoire avec son autre fils, Sidi. Celle où il tue un capitaine français. Exactement, en 1917. Le capitaine était venu négocier, il était sous la protection de Ziani. Quand Sidi le tue, Ziani est furieux. Il chasse son propre fils. Ça montre qu'il y avait un code d'honneur, même dans la résistance. Une parole donnée, ça se respectait. Et sa relation avec le sultan Moulay Youssef, elle n'a jamais évolué? Non, pas vraiment. Comme on l'a dit, il le considérait comme un prisonnier des Français, sans pouvoir réel. Il y a une anecdote amusante sur un autre chef résistant, Omar Baïza. Oui? Avant de se rallier, il aurait exigé 3 choses. Voir le sultan de ses propres yeux, faire un tour en avion, la nouveauté absolue, et recevoir un grade honorifique français. Et il a obtenu tout ça? Oui, il a vu le sultan voler en avion et a été nommé lieutenant honoraire. Alors seulement, il a accepté de collaborer. Ça montre bien le scepticisme ambiant sur le pouvoir réel du sultanat sous protectorat. Mais Zayani, lui, ne se ralliera jamais. 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 Il meurt au combat, le 27 mars 1921, près d'Azelag Nitazmourt. Comme il avait vécu ces dernières années, finalement. Et ces funérailles, elles sont assez particulières, non ? Oui, c'est un moment assez unique. Elles réunissent tout le monde, les tribus encore en résistance et celles qui s'étaient déjà ralliées aux Français, y compris ses propres fils. C'est comme un dernier hommage, une unité retrouvée autour du vieux guerrier disparu. Son héritage, donc, il est complexe. Pas juste la Ciba dont parlaient les Français. Non, absolument pas. C'était un notable puissant, respecté, loyal aux Marzennes avant 1912, et il est devenu une figure centrale de la résistance armée. C'est cette transformation qui est fascinante. Pourtant, on remarque qu'il est relativement peu présent dans la mémoire officielle marocaine après l'indépendance, moins que d'autres figures nationalistes plus tardives en tout cas. Pour être tout à fait complet, on peut dire un mot du film Ito, oui. de 1934. Ah oui, basé sur un roman d'un officier français, Maurice Leglay. Mais attention, hein,
C'est une fiction. Une pure fiction, très romancée. Ça utilise le nom, le cadre, mais ça n'a que très peu de rapport avec la réalité historique de Moa ou Amu Zayani. Faut être clair là-dessus. Donc pour conclure, Zayani incarne vraiment cette période de transition, de conflit, le passage d'un monde à un autre. Oui, il est au cœur des fractures de son temps. Un caïd du sultan qui devient le chef d'une résistance acharnée contre une puissance étrangère. Son parcours soulève une question fondamentale, je crois, pour comprendre cette époque et d'autres. Laquelle? Comment est-ce qu'on analyse ces figures qui basculent, qui passent d'une forme de loyauté institutionnelle à une opposition radicale face à une intervention extérieure? Et comment leur histoire nous force à dépasser les schémas simplistes, l'opposition binaire entre collaboration et résistance, pour voir toute la complexité des choix individuels dans des moments de grand bouleversement?